Bonjour, nous sommes toujours à la REF 2021. J'ai le plaisir de recevoir Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Agnès Pannier-Runacher, vous êtes ministre déléguée en charge de l'industrie auprès de Bruno Le Maire à Bercy. Et vous êtes venue parler au MEDEF cette année du coût de la liberté. C'était le thème de votre table ronde. C'est vrai qu'elle a coûté cher, cette crise, 424 milliards d'euros. C'est le chiffre qui a été donné par votre collègue chargé des comptes publics, Olivier Dussopt. Et en même temps, Bruno Le Maire, ici même, a sonné la fin du quoi qu'il en coûte. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la fin du quoi qu'il en coûte pour l'économie française? Comment cela va-t-il se traduire? Est-ce que ça veut dire qu'on ne soutient plus les entreprises dans la crise qui n'est pas complètement terminée? Alors, ça veut dire très simplement qu'à crise inédite, plan d'urgence inédit, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Aujourd'hui, on arrive à un moment où l'activité est grosso modo revenue au niveau avant la crise. L'économie tourne à 99% à peu près de ce qu'elle était en avant la crise. En moyenne, l'essentiel des entreprises sont sorties de la crise. On peut dire que la crise est derrière nous? Non, on ne peut pas dire ça parce qu'il faut être très prudent. Cette crise nous a montré que ceux qui lisaient dans le marc de café et qui étaient trop confiants pouvaient avoir de mauvaises surprises. En revanche, ce qu'on dit, c'est qu'il faut savoir s'adapter. Oui. Il faut intervenir auprès des entreprises qui sont encore dans des contraintes et qui ne peuvent pas fonctionner normalement. Et ça sera, je dirais, le sur-mesure vers lequel on se dirige. Oui. Mais en revanche, le fait de dire qu'on a besoin de soutien dans tous les secteurs du jeu, c'est faux. Et d'ailleurs, on le voit dans la consommation des mesures d'urgence que nous avons mis en place. Il y a une chute drastique de demande, ce qui montre bien que l'économie est repartie. Bon, et c'est une bonne nouvelle. Le 30 août aura lieu pour les secteurs toujours impactés par la crise et aussi par la passe sanitaire qui a été mise en place cet été. Le 30 août aura lieu une réunion importante à Bercy, très attendue en tout cas par les professionnels de ce secteur, restauration, culture événementielle. Ce sera pour faire notamment un point sur leur activité. Après la mise en place du pass sanitaire, quelle montée vous avez du côté de Bercy ? Alors aujourd'hui, on voit par exemple que le chiffre d'affaires réalisé par la restauration est équivalent à celui qui a été réalisé l'année dernière alors qu'il n'y avait pas de pass sanitaire. C'est pas ce qu'on entend de la part des fédérations professionnelles. C'est intéressant ce que vous dites. On a eu pas mal de restaurateurs cet été qui disaient avoir enregistré une perte de jusqu'à 40% de la fréquentation. Ça n'est pas les chiffres que vous avez remontés. Macroéconomiquement, non. Après, là encore… Ça peut dépendre des régions, bien sûr. Exactement. C'est-à-dire que des zones qui sont très dépendantes du tourisme étranger, je pense notamment à Paris et l'Île-de-France, ont pour le coup véridiquement été impactées. Là où d'autres zones ont même pu être en croissance parce que les Français n'étant pas partis très loin, pour des raisons sanitaires aussi, et bien finalement ils sont rendus chez les restaurateurs où ils ont pris des régions où ils ont pris leurs vacances. Donc on a comme toujours macroéconomiquement plutôt une situation au vert. Le retour à la normale. Et microéconomiquement, il faudra regarder au cas par cas ceux qui objectivement sont encore en difficulté et ne fonctionnent pas normalement par rapport à ceux qui ont retrouvé un mode de fonctionnement normal. Est-ce qu'on sait faire à Bercy la différence entre un restaurant qui ne va pas très bien à Paris et un restaurant qui va beaucoup mieux sur le littoral de la Méditerranée, par exemple? Je crois d'abord qu'il y a des critères objectifs, des critères de chiffre d'affaires, des critères de TVA, des critères de croissance de chacune des zones. Mais on peut aider l'un sans aider l'autre. Et puis on peut travailler avec les fédérations. C'est bien l'objet de cette réunion. C'est une réunion de diagnostic, de concertation pour construire les meilleurs dispositifs pour continuer à accompagner ceux qui en ont besoin. Partagé. C'est l'intérêt d'ailleurs de tout le monde, puisque l'enjeu c'est de bien utiliser l'argent public. On le sait, la question a été posée pendant la REF, comment on rembourse? Comment on rembourse? En ayant la bonne croissance et en mettant l'argent public au bon endroit. Alors justement, on va en parler plus précisément sur l'industrie. Quel est, je dirais, l'état de santé de l'industrie en cette rentrée? On a vu que les indicateurs économiques sont plutôt mou, un peu meilleur que prévu, notamment sur le front de l'emploi. Qu'en est-il dans l'industrie, votre secteur plus particulièrement? Alors, l'industrie ne s'est jamais vraiment arrêtée de travailler dans cette crise sanitaire et c'est le secteur qui avait repris le plus rapidement. Donc, la croissance, ou en tout cas la reprise en 2020 s'est poursuivie. Et aujourd'hui, l'industrie n'est plus bloquée par des facteurs sanitaires. Elle est en revanche moins bloquée par des facteurs sanitaires que d'autres secteurs du jeu. Elle est en revanche confrontée à une double situation. Les problèmes de recrutement et les problèmes d'approvisionnement. Et ce sont les deux points qui aujourd'hui sont nos focus pour
travailler en matière de politique qu'on pensait très temporaire en début d'année. Hein. On disait au premier trimestre, oh, ces problèmes de pénurie dureront 6 mois, mais vous verrez, à l'automne, ce sera réglé. Alors, on voit que ce n'est pas le cas finalement, alors, ça dure. Ce n'est pas tout à fait le cas. On peut penser qu'il y a deux phénomènes. Il y a des phénomènes qui sont effectivement conjoncturels, oui, qui sont liés à une reprise mondiale beaucoup plus rapide qu'attendue, oui, et le fait qu'il fasse redémarrer des productions un peu plus lentes, je pense à l'acier, je pense au cuivre, etc. Donc oui, ça c'est le premier élément. Et puis vous avez un phénomène de fond sur les semi-conducteurs qui est une transformation de notre économie. Cette crise économique, cette crise sanitaire, pardon, a accéléré la transformation numérique de l'ensemble des géographies mondiales avec une demande extrêmement forte de semi-conducteurs par rapport à une industrie qui met des années à construire ses sites de production et qui est très capital-intensive. Est-ce que ça veut dire qu'on va vers une pénurie structurelle de semi-conducteurs qui pourrait vraiment pénaliser l'Europe? Plus de 90% de production des semi-conducteurs sont entre la Corée et Taïwan. Alors attention, d'abord c'est une crise mondiale. Là encore, comme vous le dites très bien, ça se passe en Corée, ça se passe à Taïwan. Ça veut dire que tout le reste du monde est confronté à la même difficulté. Deuxième élément, l'ajustement va se faire puisque c'est aussi une occasion de réinvestir dans ce secteur. Thierry Breton le disait aujourd'hui très clairement, nous avons un plan pour reconquérir notre indépendance en matière de semi-conducteurs. Mais effectivement, l'ajustement ne va pas être immédiat. Et donc, là encore, avec le CSF, le comité stratégique de filière électronique, nous travaillons main dans la main pour anticiper tous les petits points de blocage, mais aussi travailler sur la feuille de route à moyen terme. Alors, vous parliez des plans. On a un plan d'investissement qui va venir, dont on va parler. Mais d'abord, je voudrais revenir sur le plan de relance. Ce plan de relance, on va souffler sa première bougie d'ici quelques jours. Il avait été présenté par le Premier ministre le 3 septembre. Une bougie qui se consomme rapidement puisque l'objectif de dépense est passé de 50 à 70 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Alors ça, ce sont les montants engagés. Quels montants ont été décaissés? C'est-à-dire quel montant d'argent a véritablement été déversé dans l'économie française? Alors, les montants engagés, c'est très important parce que c'est l'engagement de financer ou de contribuer au financement d'une dépense. Je prends un exemple sur le secteur industriel que je suis. Une entreprise industrielle sur 3 a bénéficié du plan de relance. 1 sur 3. Et en termes de décaissement, le décaissement va suivre la réception de leurs factures. Sur plusieurs années? Pas sur plusieurs années parce que ce sont souvent des projets qui sont à moins de 12 mois. Je pense par exemple, vous commandez une machine à commande numérique, vous commandez une machine à commande numérique, un robot, etc. Donc ça va se dérouler sur quelques mois, vous allez avoir un premier paiement, la machine va arriver, vous allez avoir des coûts complémentaires, mais c'est pour l'essentiel moins de 12 mois sur ce type de dépenses. Sur d'autres dépenses qui vont plutôt aller sur l'innovation, la R&D, en tout état de cause, vous pouvez avoir des programmes qui sont sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, et là le décaissement sera progressif. Mais c'est essentiel pour les acteurs privés, parce qu'eux le mettent dans leur compte. Eux mettent cette anticipation dans leur plan stratégique à moyen terme et du coup, ça leur dégage des marges de manœuvre pour aller plus vite sur d'autres projets qu'ils peuvent avoir en termes d'innovation et d'investissement. Il y a également un plan d'investissement qui arrive, 20, 30 milliards d'euros. Il y a une petite bataille entre les budgétaires à Bercy qui préféraient voir 20, l'Élysée qui pousse plutôt sur 30. Est-ce que les arbitrages ont été rendus? Les arbitrages vont être rendus très prochainement. Très prochainement. Est-ce que ça suffit, 20 ou 30 milliards d'euros? Quand on voit Samsung, par exemple, il y a quelques jours, annoncer plus de 200 milliards de dollars d'investissement uniquement sur les semi-conducteurs, avec nos 20 ou 30 milliards d'euros, on va vouloir créer des nouvelles filières ou développer dans l'hydrogène, les semi-conducteurs, vous en avez parlé, aussi la santé, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on n'arrose pas le désert avec autant de projets? Loin de là. D'abord, on n'a pas autant de projets, on a quelques projets qui sont bien ciblés et lorsqu'on les nomme, on voit que c'est moins d'une dizaine de projets, donc c'est très clair. Deuxièmement, 20 à 30 milliards d'euros, c'est en gros faire plus que doubler le plan d'investissement d'avenir. Donc c'est un montant considérable. Et puis, pour avoir une perspective de comparaison, il faudrait comparer avec l'ensemble des sommes que comptent investir les pays européens dans ces secteurs-là. Si on veut comparer aux États-Unis et si on veut comparer à la Chine, qui sont les géographies avec lesquelles on compare le plus. Une entreprise qui fait 10 fois plus
qu'un plan national? Est-ce que l'enjeu n'est pas complètement européen finalement? Non, parce on n'en est que pas là encore, l'argent public, il a un effet de levier et il est souvent accompagné d'un effet de 1 à 5 vis-à-vis de l'argent public, donc de l'argent privé. 100 milliards d'investissements. En règle générale, c'est à peu près la moyenne qu'on rencontre. Donc ça déclenche effectivement 100 milliards d'investissements privés. C'est gigantesque. Bon, l'annonce dans les prochains jours, vous me dites, du président de la République. L'annonce dans les prochains jours par le président de la République. Nous avons cet objectif, grosso modo, dans le courant du mois de septembre. C'est ce que Bruno Le Maire a encore rappelé hier. Et surtout, le troisième étage de la fusée. On a eu des mesures d'urgence. Il s'agissait d'immédiatement réagir et de sauver notre économie. Un plan de relance qui permet de réactiver à 12-24 mois la croissance et en nous mettant sur une position de plus grande compétitivité pour préparer l'avenir. Et là, c'est l'accélération sur les filières les plus porteuses pour 2030. Un mot des vaccins également. C'est vous qui avez géré l'approvisionnement et la campagne européenne d'approvisionnement l'année dernière pour la France. On va passer les 100 millions de doses livrées cette semaine. C'est un passage important. Jean Castex, ce matin, a annoncé que la campagne pour la 3e dose sera lancée les 12 et 13 septembre prochains pour les plus fragiles dans les EHPAD notamment. Est-ce qu'on pourra compter sur un vaccin français d'ici la fin de l'année? Alors aujourd'hui, tant le laboratoire Valneva que le laboratoire Sanofi sont en train de finaliser leurs études de phase 3 pour le vaccin. Le laboratoire Valneva a démarré son processus de validation au niveau des autorités britanniques et devrait prochainement le démarrer vers d'autres autorités. C'est une question de jours, de semaines? C'est une question de semaines, on va dire. Et donc, ce seraient des vaccins qui seraient disponibles pour la fin d'année. Évidemment, pour la France, l'enjeu n'est pas le vaccin, la primo-vaccination. L'enjeu va plutôt être les rappels en fonction des besoins que nous pourrions avoir, parce que nous ne savons pas dire encore aujourd'hui. C'est ce que j'allais vous demander, c'est arrêté ça ou pas? Vous et moi, qui ne sommes pas des personnes a priori fragiles, avons besoin ou pas d'un rappel. Donc ça sera en fonction des statistiques que nous aurons, de l'immunogénicité de ces différents vaccins. Est-ce qu'il faut remettre une 3e dose? À quelle échéance? Est-ce que c'est 12 mois après la première vaccination, 6 mois après la première vaccination? Autant de questions. Ce qu'on sait sur les vaccins, c'est que les personnes âgées sont en règle générale moins réceptives et donc elles ont plus de besoins plus fréquemment de rappel. Voilà, exactement. Avant la 3e dose, il y en a d'autres qu'il va falloir convaincre. C'est les 10, 15 ou 20% de Français qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Quelle est votre stratégie à l'adresse de ces gens-là, qui continuent de manifester pour certains, semaine après semaine, contre la vaccination? D'abord, la première bonne nouvelle, c'est que sur le nombre de Français qui sont potentiellement éligibles à la vaccination, c'est-à-dire les plus de 12 ans, nous avons aujourd'hui 83% des Français qui sont rentrés dans un cycle de vaccination. Oui, c'est bien de le rappeler. Ce qui veut dire qu'on est bien au-delà des chiffres initiaux d'intention de vaccination. Donc, et la parole présidentielle a été très performative, comme on dit en mois de juillet. Tout à fait, mais également, et je veux le saluer, la parole d'un certain nombre de responsables, qu'il s'agisse de responsables d'experts, de scientifiques, de leaders d'opinion. Et donc, moi je pense que chaque jour qui passe, on continue à vacciner, on est sur un rythme de 200 000 primo-vaccinations par jour encore. On a dépassé en termes de couverture vaccinale le Royaume-Uni, Israël, les États-Unis. On avait été, et on le sait, ô combien tympanisés sur le thème « vous n'y arriverez jamais ». Finalement, aujourd'hui, nous sommes une des principales nations vaccinées et nous allons continuer cet effort. Bien, merci beaucoup, Agnès Pannier-Runacher.